Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Laracon AU 2018. Aujourd'hui, on s'attaque à la conférence de Kirk Bushell, Modeling Business Requirements with Eloquent. Donc c'était une conférence assez intéressante qui a parlé un peu de Domain-Driven Design et qui a parlé de comment utiliser Eloquent pour simplifier un petit peu nos contrôleurs. Donc c'est des choses qui étaient assez intéressantes. Et puis sur la fin, je ne suis pas trop d'accord sur les derniers points, mais bon, on va revoir un petit peu tout ça. L'avantage aussi de cette conférence que j'ai vraiment trouvé bien, c'est qu'il était très pratique et donc il a montré des exemples de code et puis il a montré comment ça améliorait vraiment le code. Et c'est pas resté théorique en mode faites comme ci, faites comme ça. Donc d'abord, il a commencé par dire que Eloquent avait une mauvaise réputation. Alors pourquoi Eloquent a une mauvaise réputation? Parce qu'il utilise un pattern qui s'appelle Active Record et ce pattern-là a certains problèmes qui sont quand même assez gros, faut pas se leurrer. Et je trouvais ça aussi bien dans cette conférence, c'est qu'il était tout en nuances. Le conférencier n'était pas c'est ma solution, c'est parfait. Il était toujours en mode c'est une solution, c'est pas fait pour tout le monde, c'est pas propre à tout le monde. Et donc j'aime bien ces gens qui ne sont pas en mode dictateur, en mode c'est ce qu'il faut faire et pas le reste. Donc ce qu'il explique, c'est que Active Record a une mauvaise réputation, ça c'est un fait, Active Record, beaucoup de gens en parlent en mal, et qu'il y a certains points qui sont valides sur cette mauvaise réputation, mais qu'il ne faut pas non plus tout rejeter. Parce que Active Record a aussi des gros avantages, comme par exemple le fait de ne pas avoir de setup cost. Donc c'est-à-dire que Active Record, si vous commencez avec Eloquent, avec Laravel, vous pouvez créer votre modèle et puis d'un seul coup, paf, vous pouvez faire des requêtes SQL, faire des insertions, des récupérations et faire plein de choses sur votre base de données. Alors que dans la majorité des autres pattern d'accès à la base de données, vous allez devoir décrire votre base de données d'abord avant de pouvoir l'insérer, insérer des choses, récupérer des choses. Donc ça, c'est un avantage de Eloquent par rapport à un autre. Ensuite, il parle de cet exemple-là, donc c'est un article contrôleur, on va créer un nouveau brouillon et il explique que ce code-là n'est pas mauvais, mais qui pourrait être amélioré et qu'on pourrait cacher, on va dire, ces trois lignes d'article, new article et ce article status draft et ce article save. Tout ça, on pourrait le cacher parce que ça n'a pas trop sa place dans le contrôleur. Et ça, même chose, je suis assez d'accord en disant que le contrôleur, moi, je ne suis pas trop pour les formes object, ce genre de choses. Je considère que le contrôleur, il est là pour valider la requête HTTP. Il est là pour retourner une réponse HTTP. C'est l'objectif du contrôleur, pour moi, c'est de gérer la partie HTTP. Par contre, au milieu, la question d'insérer en base de données, etc., ça pourrait effectivement être abstrait. Alors après, comme lui, il l'a dit dans sa conférence très, très justement, c'est pas fait pour tout. Si c'est votre petit blog personnel, etc., ça fonctionne très bien. Mettre 3 lignes comme ça dans la fonction, ça fonctionne et il n'y a pas de problème à faire ça. Par contre, si vous voulez faire quelque chose de plus complexe, c'est vrai que vous pouvez abstraire cette partie-là dans des fonctions, on va dire, dédiées à ce problème-là, donc des fonctions métiers. Ensuite, après avoir vu cet exemple-là, il revient sur ce qu'il va expliquer, donc surtout sur le DDD, le Domain Driven Design. Donc le Domain Driven Design, il y en a beaucoup qui en ont parlé déjà dans des conférences précédentes, c'est le focus principal sur le langage. En fait, en DDD, l'objectif, c'est d'utiliser le même langage que les équipes produits. Alors qu'est-ce que c'est que les équipes produits? Imaginons que vous êtes dans une entreprise, vous travaillez sur votre petit Sublime Text, et vous avez une équipe de comptables, vous avez une équipe qui gère l'assistance, vous avez une équipe qui gèrent, je sais pas, les cours en ligne, qui écrivent des cours. Voilà. Et donc chacune de ces équipes ont un langage. Ils ne vont pas forcément parler en termes de if, de for each, de save, de create, de Eloquent, etc. Ils ne parlent pas ce langage-là. Eux, ils vont parler leur propre langage. Et comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, dans la conférence précédente, par exemple, la comptabilité peut avoir un langage spécifique pour l'utilisateur et l'assistance peut avoir un autre langage pour le même utilisateur. Donc c'est pour ça que le DDD, comme on le disait dans la dernière conférence, c'est on peut préconiser de séparer les choses et d'avoir des termes différents, même si ça représente la même chose. Donc le gros point noir de cette approche, le DDD, c'est très bien. Le gros point noir, c'est que ça fonctionne bien pour les entreprises anglaises en fait. Parce que nous, quand on code souvent en anglais. Et c'est vrai que le DDD pose problème à ce niveau-là parce que on ne peut pas utiliser, par définition, on ne peut pas utiliser le même langage que le produit, parce que le produit va s'exprimer en français et nous, on va s'exprimer en anglais dans le code. Et je vous avoue que c'est un des principaux problèmes du DDD aujourd'hui que je trouve, et ça me remet peut-être en question même le fait de coder en anglais. Je me demande pas si tellement les avantages du DDD sont importants, s'il ne faudrait pas mieux coder en français nos noms de classe, nos noms de méthodes, pour pouvoir justement utiliser le même langage que les équipes produits, plutôt que de se focaliser sur l'anglais partout et d'essayer de trouver des traductions qui ne sont pas toujours géniales. Alors quels sont les avantages du DDD? Parce que j'ai dit qu'il y avait des avantages, mais quels sont les avantages du DDD? En fait, plus on a une bonne compréhension entre les équipes techniques et les équipes produits, moins il y aura de bugs et plus les fonctionnalités seront proches de l'utilité qu'il y en a. Si si les comptables ils veulent une fonctionnalité bien précise, ils vont l'exprimer dans leur langage à eux.
Et si nous, on commence à traduire ce langage, on va perdre de l'information ou on va peut-être modifier de l'information sans le vouloir. Et du coup, on va avoir un produit qui ne va pas forcément ressembler à ce qu'ils auraient voulu en fait. On va peut-être avoir une petite déformation. Ah oui, mais j'avais pas pensé ça comme ça, etc. Alors que si on utilise les mêmes termes, généralement, il y a moins de possibilités d'incompréhension, de possibilités de petites modifications d'idées. L'avantage aussi, c'est que justement ces gens-là, s'ils sont un tout petit peu techniques, ils peuvent commencer à lire le code, ils peuvent lire les contrôleurs, ils peuvent regarder ce que vous avez fait, et vous pouvez essayer de leur expliquer, leur montrer, et ça permet d'avoir un meilleur lien entre les équipes. Et ça permet vraiment d'améliorer la qualité d'un produit. Donc ensuite, il a vraiment parti sur une partie très pratique, avec une case study sur son entreprise à lui, qui est Award Force, et donc il y a des entrants, des juges et des entrées. Donc en gros, les entrants vont arriver, ils vont publier des entrées, et ensuite les juges vont noter ces entrées. C'est un petit peu l'idée. Donc la même chose, je vais essayer de vous faire la traduction. Donc on voit vraiment que le DDD, c'est pas forcément facile, parce que je vais essayer de trouver des traductions aux termes qu'il utilise, mais c'est un petit peu bizarre. Donc on a déjà deux termes principaux, on a les entrants et les entrées. Donc déjà, on va pouvoir créer deux classes Eloquent, classiques, telles que vous avez l'habitude. Ensuite, la première fonctionnalité, c'est qu'un entrant peut voir toutes ses entrées. Donc ça, c'est normal, il peut voir tous ses rapports. Je ne sais pas trop ce que c'est qu'une entrée, je pense que ça peut être des choses variables. Mais voilà, en gros, il peut voir tous ses rapports, toutes ses propositions, je ne sais pas ce que ça peut être. Donc ça, c'est facile à faire avec Eloquent. On a juste à créer une relation as many entre entrant et entry, et ça fonctionne très bien. Ensuite, on a une nouvelle fonctionnalité qui est qu'une entrée peut être commencée, et ensuite, elle peut être validée plus tard. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est écrit dans la langue que les produits, c'est comme ça que les équipes produits l'ont formulé. Et donc, on va essayer de se rapprocher au maximum de leur méthodologie, de leur langage. Donc, pour la création, ils ont utilisé le terme start. Et donc, nous aussi, on va utiliser le terme start. On va faire public static function start. Donc là, on crée une fonction statique qui va permettre d'encapsuler cette construction d'une nouvelle entrée, en fait. Donc, on lui passe juste un entrant ID et potentiellement d'autres informations, hein, c'est possible. Et ensuite, on va mettre le status à started, on va mettre l'entrant ID à entrant ID, et on va la save. Et on va pouvoir return l'entrée, comme ça, on pourra la réutiliser juste après. Donc ça, c'est une fonction qui va bien parler. Et quand on va l'utiliser dans le contrôleur, ça va être très lisible. On va pouvoir très bien vite entry :start. Ok, très bien, on comprend ce que ça fait. Et n'importe qui dans l'équipe peut comprendre ce que ça fait, même s'il n'est pas technique. On voit que c'est ça, typiquement, la solution au premier exemple qu'il a montré sur la création d'un brouillon dans un blog. Donc c'est typiquement ce genre de choses que moi j'utilise beaucoup dans mon code, les fonctions statiques pour créer des modèles. Je trouve ça très pratique pour pouvoir justement encapsuler cette logique et la rendre beaucoup plus lisible dans les contrôleurs. Ensuite, on peut valider une entrée. Donc dans ce cas, même chose, on crée une fonction submit, parce que le terme utilisé c'était submit, et dans lequel on va faire le status submitted, le sys_save. Parce que ça, c'est des choses techniques qui sont pas forcément lisibles par quelqu'un de néophyte. Sys_save, bon, c'est un peu bizarre pour quelqu'un de néophyte. Alors que entry/submit, ça peut parler à tout le monde. Ensuite, on a une nouvelle fonctionnalité. Les juges peuvent être assignés à une entrée et peuvent leur mettre un score de 1 à 10. Donc la même chose, il a surligné en vert les termes utilisés, on va essayer d'utiliser les mêmes termes. Donc là, on va avoir un juge qui va pouvoir être assign à une entrée. Et donc du coup, dans ce cas-là, on va utiliser une belongs to many avec les entrées, parce qu'un juge peut avoir plusieurs entrées et une entrée peut avoir plusieurs juges, donc c'est une belongs to many. Avec un pivot, dans la table pivot, on aura une colonne score qui va contenir le score qu'a donné ce juge à cette entrée. Et ensuite, dans la fonction assign, on va pouvoir juste attacher les deux éléments. Donc ça, c'est typiquement, on a essayé d'utiliser les mêmes termes et on encapsule les termes techniques. Alors là, juste un petit détail sur cette partie-là. Je ne suis pas sûr qu'il en ait parlé dans la conférence, mais on a toujours, quand on commence à coder ce genre de choses, on a toujours la question de où est-ce qu'on place la fonction. Est-ce que assign, on pourrait dire un juge est assigné à une entrée, mais je pense que l'équipe produit peut tout aussi dire une entrée a été assignée à un juge. Donc les deux sont possibles. Et là, pour moi, c'est là où on arrive à la limitation du code, de la technique. Comment faire pour avoir les deux fonctions? On pourrait créer les deux fonctions de chaque côté, mais ça rajoute beaucoup de code. Et le langage PHP n'est pas fait pour justement exprimer ce genre de choses. Le fait qu'il y ait une relation et que du coup on puisse l'attacher des deux côtés, c'est vrai que c'est un peu compliqué et des fois il y a des limitations de langage et je ne suis même pas sûr qu'aucun langage existant puisse permettre de modéliser ce genre de choses assez facilement. On a vraiment une distinction entre la technique et le produit à ce niveau-là qu'on ne peut pas faire grand-chose. Quelqu'un de produit ne comprendra pas qu'on peut faire juge assign entry, par contre on ne puisse pas faire entry assigned by juge.
Il ne va pas comprendre que pour lui c'est la même chose, c'est vraiment un lien bidirectionnel. Pourtant dans le code on va le représenter que par un lien directionnel. Et ça peut aussi poser problème au niveau du DDD parce qu'on ne peut pas tout modéliser en technique. Donc je continue avec la fonction score. Donc la même chose, on va encapsuler l'appel à la relation HelloQuant pour mettre à jour le score. Et donc ça va permettre d'avoir encore des contrôleurs assez lisibles. Donc je passe vite fait. Ensuite, il va avoir une nouvelle fonctionnalité qui est que les juges peuvent s'abstenir de voter pour une entrée. Si par exemple ils ont un conflit d'intérêts, s'ils ont déjà travaillé avec la personne, voilà, ils peuvent s'abstenir. Donc là, même chose, ils peuvent s'abstenir, donc on fait une fonction abstain et on va mettre à jour le pivot avec cette fois-ci une nouvelle colonne qui va s'appeler abstained à true pour dire bah voilà, il s'est abstenu et puis on va mettre le score à nul parce que dans la fonctionnalité, on doit reset le score, c'est ce qui est dit. Alors là, il y a typiquement un bug assez évident qui apparaît. Moi, quand je vois ce genre de choses en modélisation SQL, c'est vraiment là du SQL, c'est pas forcément dans la conférence, je suis pas sûr qu'il en ait parlé non plus, mais j'aimerais bien aborder quand même le sujet. On a deux colonnes, on a la colonne score et la colonne abstain. Donc soit il y a un score, donc 9 par exemple, et abstain est à false, donc la personne ne s'est pas abstenue, elle a donné un score. Soit le score est nul, dans ce cas-là, abstain est false, ça veut dire que la personne ne s'est pas abstenue mais qu'elle n'a pas encore voté, tout simplement elle n'a pas encore voté l'entrée. Ou alors abstain est true et score est nul, et ça veut dire que la personne s'est abstenue et du coup elle n'a pas donné de score volontairement. Maintenant, il y a un quatrième cas qui est totalement possible dans la base de données, c'est d'avoir abstain à true, c'est-à-dire que la personne s'est abstenue, pourtant le score est à 9. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et là, c'est là où on voit qu'il y a un problème de modélisation de base de données, c'est qu'on a un cas qui est parfaitement valide au niveau SQL, mais qui ne veut rien dire au niveau du business, au niveau du produit. Le fait qu'il y ait un score et que la personne se soit abstenue, c'est pas logique. Donc là, on pourrait améliorer la modélisation pour essayer d'encapsuler quelque chose dans un triptyque. Voilà, c'est toujours un petit peu compliqué de faire de la bonne modélisation SQL, mais voilà, c'est un petit bug que je vous montre. D'ailleurs, on peut le voir beaucoup plus en détail ici avec la slide suivante. On voit qu'on peut s'abstenir pour une entrée. Et ensuite, si par exemple on appelle la fonction score, on update le pivot avec un score. Par contre, on ne remet pas abstenir à false. On a oublié de rajouter cette ligne-là. Quand on score un truc, par défaut, on ne s'abstient pas. Donc, vu qu'on a oublié cette ligne-là dans la deuxième fonction, eh ben, on peut potentiellement avoir un bug dans l'application. Très facilement, il suffit d'appeler score juste après avoir appelé abstain, et on a un bug dans l'application, on a un truc bizarre, on a un score qui est pas nul et abstenu qui est à vrai. Donc là, vraiment, c'est des soucis de modélisation. Je voulais juste l'évoquer comme ça. Essayez d'y penser quand vous faites vos modélisations SQL. Il y a des possibilités juste très simplement en SQL, vous pouvez dire, mettre un check, en fait un nouveau check pour la ligne et dire que si abstenu est true, alors score doit être nul. Si vous dites ça dans votre base de données, elle va l'exécuter à chaque fois qu'il y a un insert, à chaque fois qu'il y a un update, et du coup vous aurez une exception sur la deuxième fonction. Et du coup ça va vous permettre de corriger votre code PHP pour ne plus avoir l'exception et vous en rendre compte. Mais au moins vous n'aurez pas de données un petit peu bizarres dans la base de données. Ça c'est quelque chose que je vous conseille de faire, d'essayer de réfléchir à tous les cas. Vraiment, si c'est vrai, si c'est faux, si c'est pas nul, si c'est nul, pour essayer de modéliser un truc qui soit pas falsifiable, on va dire, qu'on puisse pas avoir de bug dans la base de données. Donc ensuite, là, il nous montre une slide en nous montrant qu'on a des pivots justement avec beaucoup de choses. On a des pivots avec 2 lignes et c'est un peu problématique parce que justement, quand vous avez des pivots avec beaucoup de colonnes, ça veut souvent dire que vous manquez un concept métier. Alors même si les équipes produits n'en ont pas parlé, même si les équipes produits ils n'ont pas évoqué ce nouveau élément, parce que vous voyez qu'on a vraiment suivi les fonctionnalités à la lettre, on n'a pas réinventé de choses, on a vraiment suivi tous les mots. S'ils n'ont pas parlé de ça, des fois il faut leur proposer, leur dire tiens ici vous auriez peut-être pas, comment vous appelez ceci, comment vous appelez un score, comment vous appelez le lien entre un juge et une entrée. Et souvent l'équipe produit va pouvoir venir avec un terme plus précis. Donc par exemple, on peut créer une classe assignment. Donc assignment c'est juste une classe qui va représenter le pivot justement et qui va être liée d'un côté à l'entrée, de l'autre côté au juge et qui va également avoir qui va également avoir un score et avoir également la colonne abstain. Donc c'est elle qui va faire le lien entre les deux. Donc ça c'est quelque chose que je vous recommande quand vous commencez à avoir des tables pivots qui ont des colonnes supplémentaires. Peut-être essayer de trouver avec l'équipe, essayer de trouver un terme qui va représenter ça et de créer vraiment un modèle HelloQuant pour gérer ce cas-là. Donc là par exemple il crée un modèle HelloQuant avec un for entry qui est une nouvelle fonction statique pour créer un assignment entre un entry et un juge. Donc là, on va juste remplacer le belongs to many par un as many assignment. Donc un juge a plusieurs assignments et chaque assignment a une entrée.
Dans la fonction assign, au lieu de faire un attach, on fait juste on crée un nouvel assignment pour ce juge. Pour la fonction score, même chose, on doit un petit peu la modifier, récupérer l'assignment qui va bien et ensuite mettre à jour le score. Donc là, on a créé tout ce qu'on voulait faire. Maintenant, c'est là où il va commencer à essayer de complexifier un peu les choses en disant qu'on doit recevoir un mail quand un juge a été assigné à une entrée. Donc là, c'est pour moi là le gros problème de sa conférence, c'est qu'il va commencer à partir des trucs un peu complexes et il va commencer peut-être à un peu oublier le fait que c'est complexe. Envoyer un mail en Laravel, c'est une seule ligne. Donc là, au niveau nombre de lignes de code, si dans assign, je fais mon envoi de mail à la place du this raise, j'ai le même nombre de lignes que lui. Sauf que lui, après, il a créé la fonction judge was assigned to entry, enfin la classe, et puis il a créé le listener, et il a créé en plus d'autres listeners de listener. Enfin, il a complexifié un peu les choses avec un command bus. Enfin, c'est un concept architectural qui est intéressant, mais qui est complexe. Et je trouve qu'il l'a un petit peu passé rapidement en mode « Ah tiens, on fait ça parce qu'il faut faire ça ». Donc là, c'est son assign judge to entry handler. Donc il handle le truc. Il utilise un repository, donc il n'utilise plus Eloquent. Et puis, à un moment, d'ailleurs, dans la conférence, qui m'a vraiment un peu choqué, c'est qu'il fait et là, c'est bien parce qu'on ne voit pas Eloquent. Et j'ai envie de lui dire, mais pourquoi ça serait bien de ne pas voir Eloquent ? Parce que, oui, mais pourquoi ? Explique-moi pourquoi et qu'est-ce que ça t'apporte de plus de ne pas voir Eloquent ? Alors, dans une autre partie de la conférence, je ne suis pas sûr que ce soit à ce moment-là, il parle de, par exemple, switcher Eloquent à Doctrine, enfin changer de Eloquent à Doctrine. C'est quelque chose qu'on fait très rarement. Je pense que très très peu d'applications ont un jour dit tiens, je vais changer de Eloquent à Doctrine du jour au lendemain comme ça et j'aimerais bien ne pas avoir touché mon code. C'est très très rare. Donc pour moi, le fait de ne pas voir Eloquent, c'est plus un désavantage qu'autre chose. On se rajoute une complexité, on rajoute du code, on ne voit pas vraiment ce qui est fait, donc c'est pour moi complexe. Et donc là, il a encore un système d'événements à l'intérieur de ce handler qui va enfin pouvoir envoyer le mail. Donc on voit que la ligne mail to, elle est ici, alors qu'elle aurait pu très bien être ici, on aurait très bien pu lire la chose. Pour moi, vraiment, les événements, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais pour moi, les événements, ça se justifie quand ça devient trop complexe. Quand on a une ligne pour un mail to ici, je préfère avoir le mail to ici. Même si on a 3 ou 4 jobs qui sont faits ici, je préfère avoir 4 lignes ici que d'avoir un système d'événements avec des listeners, des handlers, etc. qui sont complexes pour pas grand chose. À partir du moment où on a 15 lignes, peut-être que là je pourrais justifier en disant ok, on a 15 lignes ici, il faudrait peut-être les virer ou les dispatcher dans un autre truc. Et là on pourrait peut-être avoir quelque chose un gain, je trouve. Mais sinon, juste pour un seul listener, ça vaut pas le coup. Pour 2 listeners, je suis pas sûr que ça vaille le coup non plus. Pour 3, ok, ça peut peut-être se justifier. Voilà. Après 4, 5, oui, ça peut se justifier peut-être. Mais voilà, c'est en fonction de votre cas, bien sûr. Mais moi, voilà, pour moi, je trouve que quand on a un seul listener, ça vaut pas le coup d'avoir un système comme ça aussi complexe. On perd en lisibilité parce qu'on ne voit pas ce qui est fait. Et on ne gagne pas en nombre de lignes de code, on ne gagne pas en simplicité. Donc voilà, si on revient sur son problème, ensuite il finit un petit peu sur une conclusion, comme quoi que Active Record c'est pas si mal que ça, que c'est bien de faire du DDD, clairement, ça permet d'améliorer la lisibilité et de pouvoir mieux discuter avec son business. Et souvent les problèmes, c'est des problèmes de discussion et de compréhension. Quand on fait de l'informatique, c'est souvent des problèmes de compréhension plus que des problèmes techniques. Aujourd'hui, la technique, c'est quand même assez facile. Laravel, voilà, on peut faire des applications très rapidement avec Laravel, avec Symfony, n'importe quel framework. Donc souvent, ce qui est des problèmes, c'est des problèmes de compréhension de ce que veulent vraiment les gens. Et on leur fait un produit qui ne correspond pas vraiment à ce qu'ils veulent. Voilà, notre code se lit bien, qu'on peut limite donner notre code à des personnes du produit et qu'ils peuvent le comprendre. Et le dernier point qui me paraît toujours un petit peu bizarre, on a encapsulé le framework, on a encapsulé Laravel, on a encapsulé Eloquent dans des méthodes domaines. Pour moi, c'est pas vraiment l'avantage. L'avantage, c'est plutôt de pouvoir lire le code plus facilement, mais d'avoir encapsulé et pouvoir changer comme je disais, de Eloquent à Doctrine, de Laravel à Symfony, je trouve que c'est utopique de toute manière. Et en plus, c'est une question on va dire de surenchère. Si la personne elle veut changer de Eloquent à Doctrine, ok. Si elle veut changer de Laravel à Symfony, ok. Dans ce cas-là, pourquoi pas changer de PHP à Ruby ? Dans ce cas-là, il faudrait qu'on code dans un langage qui soit agnostique. Donc en fait, on code dans un langage qui peut fonctionner avec n'importe quel autre langage. Enfin, on peut aller aussi loin qu'on veut comme ça. Donc c'est un petit peu, pour moi, c'est un petit peu dommage. Comme Bob Martin qui disait, on peut faire ça en ligne de commande ou ce genre de choses. Oui, enfin, pour moi, je crée un site web, je crée pas une ligne de commande. Si je crée une ligne de commande, il va falloir quand même faire des modifications, c'est sûr. Donc voilà. Donc ça, je trouve ça toujours un peu dommage en conclusion de finir par ce genre
d'éléments. Mais sinon, dans le reste, c'était vraiment une conférence intéressante avec plein de points, plein d'exemples concrets qui nous permettent d'améliorer un petit peu la lisibilité de notre code. Donc je trouvais ça très intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement dans une autre vidéo sur Laravel.